Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Bonne écoute! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage. Tout spécialement, cet épisode-ci fait suite au balado précédent qui portait sur la toxicomanie et la santé mentale. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite donc à le faire. Pour ce deuxième épisode sur ce thème très important, nous sommes toujours en compagnie de Gabrielle Brin-Amour, qui est directrice de l'accolade santé mentale. Donc, on peut entrer tout de suite dans le vif du sujet. Dans le dernier épisode, on a discuté de l'inter-influence entre toxicomanie et maladie mentale et on a aussi effleuré le sujet de la comorbidité. C'est sur quoi on va davantage se pencher aujourd'hui sur l'impact sur les proches. Pour ceux qui n'auraient pas écouté le dernier épisode, pourrais-tu nous rappeler qu'est-ce que c'est la comorbidité en fait? Ben, c'est très simple, je vais faire ça brièvement pour ceux qui l'ont écouté, mais c'est d'avoir deux problématiques en parallèle. Ça veut dire qu'on a plus qu'une problématique à la fois. Ça peut être deux troubles de santé mentale, ça peut être un trouble de santé mentale et une toxicomanie, par exemple. Génial. Très simple, super efficace. Donc, qu'est-ce que ça change, tu sais, pour un proche, mettons, qui a déjà un proche qui a une problématique en santé mentale, qu'est-ce que ça change lorsque la toxicomanie se lie à tout ça? Ben, ce que ça change pour la personne qui a le trouble, c'est que ça va faire, habituellement, ça fait accroître des symptômes qui sont problématiques dans le trouble. Parce que là, c'est très varié d'une personne à l'autre, ça dépend c'est quoi ton trouble, là, ou ta maladie, mais la toxicomanie vient s'insérer dans les fragilités et les vulnérabilités. Fait que ça les fait grandir. Ça donne l'impression que ça les calme, mais habituellement, ça les fait grandir sur le long terme. Ce que ça fait quand ça se mélange tout ça chez les membres de l'entourage, ben, ça augmente aussi. Fait que ça augmente les inquiétudes, ça augmente les doutes, ça augmente la confusion, ça augmente le sentiment d'impuissance, euh, ça augmente plein d'émotions anxiogènes. Généralement, les membres de l'entourage deviennent plus anxieux parce que là, on voit aussi la santé physique se dégrader. Et puis, la personne qui utilise, ou en tout cas qui a une toxicomanie et une problématique de santé mentale, résiste souvent à laisser aller la toxicomanie parce qu'elle a l'impression que ça lui procure un certain bien-être. Fait que cette résistance-là que voudraient voir les membres de l'entourage s'éliminer, elle grandit et ça peut créer un écart encore plus important entre la personne atteinte et son entourage parce qu'on n'a pas la même perspective de ce qui ferait du bien à la personne. Euh, les membres de l'entourage ont tendance à penser que ce qui lui ferait du bien, ce serait justement d'arrêter de consommer et d'avoir une médication adéquate. Puis la personne atteinte pense un peu le contraire. Et là, ben, on a des conflits de perception. Je pense que c'est ça que je devrais dire. On a des conflits de perception. Puis ça ajoute au sentiment d'impuissance, ça ajoute à la frustration aussi. Fait qu'il y a tout plein d'émotions négatives. Fait qu'est-ce que ça fait quand ça se mêle? Ben, ça accroît. Donc, on voit que ça complexifie une situation qui est parfois déjà très complexe. Puis, comme on en a parlé dans le dernier épisode, c'est quand même quelque chose qui va toucher plusieurs personnes qui ont déjà un trouble de santé mentale, la toxicomanie. Donc, c'est clairement une situation qui touche beaucoup de proches. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir en tant que proche, là, quand quelqu'un à qui on tient a un trouble de santé mentale et qu'il consomme? Ben, ce qu'on doit savoir. C'est difficile de répondre à cette question-là dans le sens où, parce qu'elle a comme deux questions, la question. Qu'est-ce qu'on veut savoir Oui. et qu'est-ce qui est pertinent de savoir? Pas tout à fait la même chose. Souvent, ce qu'on veut savoir, c'est tous les détails de la situation de l'autre. Fait un peu ce qu'on a dit précédemment. Qu'est-ce qu'elle consomme, quand, à quelle fréquence, combien, y a-t-il des problèmes avec ça? C'est quoi les risques de santé? C'est quoi les risques de santé mentale? Ça va-tu s'arrêter? Pourquoi qu'elle fait ça? Là, il y a une liste de questions comme celle-là. Fait que ça, c'est ce qu'on veut savoir en tant que membre de l'entourage habituellement. Ce qui est pertinent de savoir, fait donc, qu'on doit savoir ce qui est pertinent de savoir, c'est plus est-ce que notre proche a de l'aide pour la gestion de sa consommation? Parce que c'est pas toujours
ce ne sont pas tous les services puis les ressources qui travaillent en dépendance qui vont nécessairement être orientés sur l'abstinence totale. Parfois, on va être plus dans la réduction des méfaits. Donc, ce qu'on veut, c'est est-ce qu'on veut réduire les dommages et les conséquences rattachées à ça. Est-ce que la personne a ce type de soutien-là? Ça, c'est le genre d'affaires qu'on devrait savoir, ou en tout cas qu'on devrait savoir, qui est pertinent à savoir. Est-ce que la personne a une ressource quelconque ou un soutien pour la gestion de sa consommation? Est-ce que la personne est-ce qu'il y a une détérioration dans la condition physique et mentale de la personne? Est-ce que la personne est intéressée à avoir une forme d'aide quelconque? Est-ce qu'elle est intéressée à réduire sa consommation? C'est pas toujours est-ce qu'elle est intéressée à arrêter de consommer. Est-ce qu'elle est intéressée à réduire sa consommation? Est-ce qu'elle est intéressée, par conséquent, à voir les conséquences négatives de sa vie diminuer par rapport à la consommation? C'est des trucs comme ça qui, je crois, sont plus pertinents à savoir. Une des questions à se poser aussi en tant que membre de l'entourage, suis-je la personne la mieux placée pour venir en aide à mon proche? Parce que, assurément, moi, j'ai une charge affective parce que je t'aime, parce que je m'inquiète pour toi, parce que je veux ton bien, puis dans ma perception à moi, ton bien ne passe pas par ça. Alors, suis-je vraiment la bonne personne? Parce qu'assurément, je ne suis pas objective. Fait qu'est-ce qu'on doit savoir, est-ce que cette personne-là a quelqu'un dans son entourage, autre que moi, que ce soit un professionnel ou un mentor quelconque en quelque part, qui est beaucoup plus objectif, plus détaché sur le plan émotif, qui a des connaissances psycho-bio-médicales par rapport à tous les enjeux qui concernent mon proche. Je pense que c'est plus là que ça se situe, qui sera pertinent de savoir en tant que membre de l'entourage quand il y a une toxicomanie mélangée avec un problème de santé mentale. Puis comme tu l'as dit, souvent, le proche, c'est pas nécessairement la bonne personne à cause de la charge émotionnelle, tout ça. Puis parfois, les proches n'ont pas nécessairement les bons réflexes pour vous, parce qu'ils veulent beaucoup aider, mais ils savent pas nécessairement comment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment dans cette situation-là en tant que proche? Ben, j'ai commencé avec une liste à ne pas faire. Vas-y. À faire, c'est ne pas juger. Inversement, quoi faire? Ben, accueillir, être ouvert, essayer de comprendre plus que d'essayer de moraliser. Il ne faut pas moraliser. Il ne faut jamais moraliser. Essayer de comprendre pourquoi la personne fait ces choix-là. Qu'est-ce qui motive ces choix? Qu'est-ce qui rend difficile de changer ses habitudes ou de changer sa façon de faire? D'essayer vraiment d'aller dans une quête de l'autre. Pas dans une quête de savoir, mais dans une quête de cette personne-là. Cette personne-là, si j'étais elle, comment est-ce que je vivrais ma situation? Comment est-ce qu'elle vit sa situation? À quoi ça y sert? C'est quoi ses avantages? C'est quoi ses conséquences? Elle a un gain à faire ça, sinon elle ne le ferait pas. C'est quoi les gains dans sa situation? Parce que les individus, les êtres humains en général, là, avec ou sans maladie mentale, là, avec ou sans toxicomanie, là, on garde les mêmes stratégies et les mêmes façons de fonctionner, peu importe qui, là, parce que ça nous procure quelque chose. Il y a des gains à le faire. Sinon, on ne le ferait pas. C'est quoi ces gains à cette personne-là dans sa situation? Quand on rentre dans un espace de découverte de l'autre, là, on n'est plus dans le jugement. On est en train d'essayer de comprendre. Puis quand une personne se sent comprise, accueillie, acceptée telle qu'elle, malgré que quand on peut avoir des doutes, des inquiétudes, etc., il va venir à un moment donné où la personne va se sentir suffisamment confortable pour être capable de les entendre, ces inquiétudes-là. Mais si on n'a pas établi ça en partant, si on n'a pas cette confiance-là qui s'est établie parce qu'on était plus dans le tu dois pas faire, c'est bien, c'est mal, si on est plus là-dedans, mais là, on va juste se fermer. Parce que parmi les nombreux besoins qu'ont les êtres humains, l'autonomie puis la liberté de choix, on l'a vu avec la pandémie, là, les réactions quand on perdait, quand les gens avaient l'impression de perdre un peu un sentiment de liberté, ben, il y avait des réactions. Ça passe souvent par l'opposition. Fait que si ce n'est pas ce qu'on veut, ben, il faut miser plus sur ce lien de confiance-là, puis ça va passer par l'acceptation puis la compréhension. Puis après ça, quand ça sera instauré, là, ça sera possible de parler, de dire, mais moi, je t'inquiète.
je m'inquiète pour toi. Ce que j'ai observé, c'est que ça, depuis que tu consommes, as-tu remarqué? Là, la personne va être quand même beaucoup plus disposée. Connais-tu les ressources? Sais-tu où aller chercher de l'aide? Quel type d'aide te ferait du bien? Est-ce que tu voudrais réduire un petit peu? Est-ce que tu as pensé à essayer une autre stratégie? Là, ça va passer beaucoup mieux que si on est dans un espace de confrontation. Puis, je me demandais aussi, là, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? On a toutes des bonnes bases qui sont établies, mais il y a quand même beaucoup d'émotions liées à ce type de situation-là, beaucoup d'inquiétudes. On parle beaucoup de lâcher prise. C'est pas facile, le lâcher prise, mais est-ce que dans la situation particulière de la toxicomanie, qu'est-ce qu'on doit laisser aller en tant que proche? Ben, tout ce qui suit la question sur quoi j'ai du contrôle. Donc, tout ce qui suit la question sur quoi je n'ai pas de contrôle. Mm-hmm. Alors, quand on est capable de dire ça sur quoi je n'ai pas de contrôle, bien, toutes les réponses, là, c'est ça. C'est là qu'il faut lâcher prise. Puis lâcher prise, c'est un mouvement. C'est pas, c'est pas quelque chose qui se force, c'est un mouvement. C'est un mouvement où on arrête d'essayer d'attraper l'eau avec ses mains comme ça. Parce que quand tu essaies d'attraper l'eau avec tes mains, ben, elle coule. Mais si tu es en train, tu es dans un espace d'ouverture comme ça, tu mets tes mains, l'eau reste. Mais si tu rouvres le robinet, tu essaies d'attraper l'eau, là, tu ne l'auras jamais. Il faut. Puis quand on rentre dans cet espace-là de OK, je vais accueillir et soutenir et être ouvert, ben là, c'est plus fluide. Fait que c'est là-dessus qu'il faut lâcher prise. Donc, c'est là-dessus qu'il faut être plus dans le comment juste laisser ça être. Et c'est très difficile à cause de l'inquiétude. Fait que, comment on lâche prise? Ben là, on essaie de trouver ce qui nous rassurerait dans la situation qui est insécurisante. Parce que c'est très difficile d'aimer quelqu'un qui ne va pas bien puis qui utilise des stratégies qui le fait aller encore moins bien. Fait que là, on se pose 1 million de questions et on est toujours inquiet. Fait que comment, la question en arrière du lâcher prise, la question c'est comment je vais me sécuriser et me rassurer dans l'inquiétude et l'insécurité. C'est pas l'autre qui va le faire. Et si on a tendance à vouloir que l'autre nous rassure, puis l'autre est incapable de faire ça. Justement, ce que tu dis, là, on voit beaucoup ça passer là, comme dans les inquiétudes, dans les messages et tout. Puis, est-ce que tu aurais un mot pour conclure pour ces personnes-là qui sont encore, tu sais, qui sont peut-être pas encore dans l'ouverture, dans la conversation avec leurs proches, te donner des bons conseils, tout ça, un mot peut-être pour la fin pour ces personnes-là? La bienveillance, ça commence par soi. Là. Je ne sais plus c'est qui disait charité bien ordonnée commence par soi-même. Puis quand on est plus dans une approche directive avec une personne qu'on aime qui est en difficulté, ça part d'un espace de bienveillance. On ne fait pas ça pour faire sentir l'autre mal ou pour le contrôler. On part vraiment dans de la bienveillance en se disant je veux améliorer les choses pour la personne que j'aime. Je voudrais contribuer à ça. Fait que cette bienveillance-là, il faut se la donner à soi. Parce que quand on est toujours dans l'inquiétude, puis le doute, puis l'anxiété par rapport à une personne qu'on aime, bien là, c'est nous qu'on est en train de blesser. Fait qu'on n'est plus on n'en est plus dans la bienveillance à soi. Fait qu'on n'est plus dans la bienveillance à l'autre, on n'est plus dans la bienveillance à soi. Alors, ce mécanisme-là, quand on prend conscience qu'il ne fonctionne pas très bien, bien là, on peut aller plus dans le OK. Comment, parce qu'en prenant soin plus de moi, en étant plus dans le j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être sécurisée, j'ai besoin de développer une plus grande confiance en moi et en l'autre et en la vie et tout ça. J'ai besoin de mettre le focus pas juste sur la situation, mais sur plein d'autres choses qui existent encore dans ma vie, indépendamment de ça. Ça va nous raccrocher à la compassion envers soi. Ça va favoriser notre propre santé mentale. Ça va favoriser une meilleure humeur. Puis ça va être beaucoup plus facile d'être dans l'ouverture puis l'accueil de l'autre personne malgré. Puis là, les choses, il n'arrivera pas un miracle, mais les choses vont s'atténuer. Merci beaucoup, Gabrielle, pour tes paroles, pour avoir pris part aux 2 derniers épisodes de Cap vers l'entourage. Merci de nous avoir partagé ton expertise, puis au plaisir de discuter à nouveau dans le futur. Merci.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Balado Cap vers l'entourage. Pour en savoir plus sur les services offerts par le réseau Avant de craquer, visitez avantdecraquer.com. Vous pouvez également suivre le réseau Avant de craquer sur les différents réseaux sociaux au @avantdecraquer. Parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant la maladie mentale.